ça marche pas ici. Oui. Donc celle-là, je vais la passer vite parce que je pense que vous en avez déjà parlé ce matin. Je vais arriver sur la définition de la violence conjugale post-séparation parce que c'est ça qu'on traite effectivement en maison de deuxième étape. Je vais parler des maisons de deuxième étape dans l'ensemble. Louise vous a présenté le fait qu'il y ait une centaine de maisons d'aide et d'hébergement au total au Québec. Donc parmi celles-là, il y en a qui font des services plus d'urgence, il y en a qui font des services plus de deuxième étape, donc je vais vous expliquer ce que c'est. Et puis il y a un peu toutes sortes de clientèles qui peuvent être dans ces maisons d'hébergement-là. En ce qui concerne l'Alliance et les maisons de l'Alliance, il s'agit exclusivement de clientèle en violence conjugale. Et en l'occurrence, en violence conjugale post-séparation, que nous fixons, entre guillemets, à tout ce qui se passe à partir du moment où la femme a pris la décision, effectivement, de quitter le conjoint. Donc, il y a des services en post-séparation dans beaucoup de services externes des maisons d'aide et d'hébergement. Chez nous, c'est vraiment spécifique à cette section de difficultés que vivent les femmes et leurs enfants, bien évidemment. Vous avez là une définition que nous avons adoptée en Assemblée générale à l'Alliance il y a 1 an maintenant, et que Chloé et Nancy vous en parleront beaucoup plus vendredi matin. Vous avez une session sur vraiment la violence post-séparation. Donc, je ne vais pas m'étendre trop, mais là encore, il s'agit de manifestations diverses et variées. Ce n'est pas exclusivement de la violence physique ou psychologique et qui a vraiment un impact sur la vie et essentiellement la sécurité de la femme après la séparation et de ses enfants. OK, là, je ne peux rien lire. C'est peut-être moi. Je vais me mettre plus comme ça. Donc, les maisons de l'Alliance, on est regroupés depuis 2003. Et c'est un partenariat entre les maisons pour s'assurer de bonnes pratiques, pour s'assurer de formation et pour s'assurer de représentation politique auprès des pouvoirs publics québécois et fédéraux. Donc, c'est aussi une plateforme de revendication que vous verrez à la fin et une plateforme de l'aide pour de la recherche. On travaille beaucoup avec Tragévie. On essaie de travailler aussi avec d'autres universités, notamment Sherbrooke. Donc, voilà, pour faire de la recherche appliquée sur la violence post-séparation. Actuellement, on a 22 maisons membres, dont 5 sont en construction. Donc ça, c'est des excellentes nouvelles depuis l'année dernière, où le gouvernement a reconnu les services des maisons de deuxième étape dans son plan d'action et les finance, et finance des nouvelles unités également. On verra que ce n'est pas suffisant, mais aujourd'hui, en violence conjugale strictement dit, il y a à peu près 120 unités. Donc, on parle soit d'appartements, soit de chambres. Je vais y venir tout à l'heure. Et actuellement, il y a 7 régions où il n'y a pas de service en deuxième étape. Donc, ça reste des dossiers. On a eu une grosse avancée l'année dernière avec le plan d'action. Mais maintenant que le gouvernement a reconnu ça dans son plan d'action, il faut effectivement s'outiller des structures nécessaires. Et actuellement, ce panier de services-là n'est pas disponible pour toutes les femmes partout sur le territoire québécois. Alors, qu'est-ce que ça mange en hiver, une maison de deuxième étape? Je ne sais pas trop, je n'ai pas pu être présente ce matin, donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ce petit parcours. Rapidement, une femme, quand elle sort d'une maison de première étape, qui dure plus ou moins 3 mois, enfin, je pense que la durée moyenne de séjour, c'est de l'ordre d'1 mois, 1 mois et demi, mais ça va jusqu'à 3 mois, donc, sans que ce soit une limite légale au Québec, ça peut être le cas dans d'autres provinces. Donc, de là, la femme, il va y avoir 3 scénarios. Il y a des retours au conjoint, évidemment, dans les maisons d'urgence. Et souvent, dans le parcours des femmes, on peut voir qu'une femme va quitter son conjoint plusieurs fois avant de réussir à ce que ce soit effectivement la bonne. Suite à donc soit le retour au conjoint, soit elle va avoir un suivi externe, où elle va effectivement pouvoir être complètement autonome déjà assez rapidement, où il y a 8% des femmes qui ont besoin d'un hébergement en deuxième étape, et ça relève d'abord essentiellement de leurs besoins de sécurité. Donc, qu'est-ce que c'est une maison de deuxième étape? Il faut savoir que déjà, ces maisons ont été montées depuis une trentaine d'années par les refuges d'urgence. Ce n'est pas quelque chose qui est né comme ça subitement. Ça venait vraiment d'un besoin de terrain où les maisons d'urgence, une fois qu'un séjour plus rapide était terminé
et qu'il fallait que la femme sorte de la maison et qu'il y a des nouvelles personnes qui devraient rentrer, etc. Pour certaines femmes, il restait des enjeux de sécurité vraiment majeurs. La dangerosité du conjoint après la séparation ne cesse pas et au contraire, voire peut au contraire s'amplifier. Donc, on parle de continuum de violence sur la femme, donc on va offrir un continuum de services. Et plusieurs maisons, au fil des années, on dit, OK, là, madame ne peut vraiment pas retourner dans n'importe quel appartement en ville à cause de ces questions de sécurité majeures qu'il pouvait y avoir. Et donc, elles ont petit à petit développé des appartements d'accueil de plus long séjour, qu'on appelle aujourd'hui donc des appartements de transition. Et c'est bien important parce que ça n'est pas de l'hébergement à long terme. C'est un hébergement qui dure en général 1 an. Il y a quelques maisons qui offrent de l'hébergement jusqu'à 2 ans. Et on verra un petit peu quelles sont nos statistiques par là. La première chose, donc, comme je disais, c'est l'impératif de sécurité. Donc, en gros, l'admission, elle va se faire, notamment, un des premiers éléments qui va être regardé, c'est l'analyse de la dangerosité du conjoint, qui en général est faite par les équipes dans la première étape, qui va être refaite aussi à la deuxième étape au moment de l'admission avec la femme pour effectivement valider ses besoins de sécurité dans l'immédiat avec ses enfants. Il s'agit d'un appartement à prix abordable. On travaille essentiellement sur le parc des HLM, mais il peut y avoir les maisons de deuxième étape actuellement ont un peu toutes sortes de configurations. Donc il y en a qui ont des ententes, des accords d'exploitation de bâtiments, donc de logements sociaux. Il va y avoir des maisons qui sont complètement privées, où la maison ou l'organisme a eu un héritage à un moment donné, puis a acheté une maison et a fait 1 ou 2 ou 3 appartements. On a différents cas de figure. L'important, par contre, effectivement, c'est que les femmes puissent y accéder. Là, il y a des enjeux, notamment pour les femmes qui n'ont pas de statut, parce que un logement qui va être subventionné par la SHQ, par les HLM, c'est un logement dans lequel il faut que la femme soit résidente permanente, soit citoyenne. Et en particulier à Montréal, on voit qu'on a des difficultés par rapport à ces femmes-là en particulier. Donc, plusieurs types de services qu'on va voir un petit peu plus en détail. C'est une approche d'intervention féministe, temporaire. Et donc, c'est 8%. Le 8%, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il va y avoir plusieurs types de besoins pour une femme quand elle sort d'un refuge d'urgence. Et éventuellement, souvent, le plus gros besoin va être le logement. Et ça, c'est vraiment un enjeu pour l'admission dans les deuxièmes étapes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes qui se font qui ne sont pas forcément reliées à un impératif de sécurité. Et donc, parfois, les ressources de première étape ou même les femmes ne comprennent pas pourquoi elles ne seraient pas admises. Donc, on va voir que c'est vraiment un processus extrêmement volontaire de la part de la femme de venir faire des démarches en deuxième étape. Volontaire par rapport à la question de la violence et par rapport à sa question de sécurité. Donc l'intervention féministe, peut-être que vous en avez eu aussi un mot ce matin, mais quand même c'est extrêmement important de rappeler qu'est-ce que ça peut être. Ça n'est pas seulement les femmes à égalité avec les hommes, c'est aussi les femmes égales entre elles, donc quelles que soient leurs propres circonstances, et dans un milieu de travail qui est aussi un milieu de vie, comme là une maison d'hébergement. Bien souvent, l'équipe d'intervention, ce sont aussi des femmes. Alors il y a des hommes aussi intervenant dans certaines maisons, en général auprès des enfants ou des adolescents, mais sachez que ça existe. Et donc là, les femmes égales entre elles, on va vouloir parler de plus que de bienveillance entre les intervenantes et les femmes hébergées. On parle de se parler à égal. Donc la femme, on va la respecter dans ses choix à elle et on va l'accompagner dans ses choix à elle. Alors, quels services sont offerts dans une maison de deuxième étape ? Je reprends la phrase conclusive que j'ai entendue de Louise. Donc, une maison d'hébergement, qu'elle soit de n'importe quelle durée, c'est beaucoup plus qu'un hébergement, c'est beaucoup plus qu'un lit. Donc, jusqu'à l'année dernière, c'est vrai que dans les maisons de deuxième étape, les services étaient assez peu développés, puisque c'était très peu financé par le gouvernement. En gros, il finançait 20% des services. Donc, pour le dire très très vite, nous avions en moyenne dans les équipes 1,2 travailleuses par maison. Et une maison, c'est en moyenne 9 appartements. Donc, on avait 1,2
travailleuse pour gérer 9 familles en extrême difficulté et qui a besoin de services, que ce soit la femme ou les enfants. Donc aujourd'hui, avec les financements qui ont été obtenus, on est capable de développer ce qu'on a nommé, nous, en interne, le panier de services, qui est ce qu'on demandait effectivement au gouvernement de financer, afin que toutes les femmes et enfants qui sont sur le territoire québécois, quel que soit leur code postal, puissent accéder à ce panier minimal. Et c'est aujourd'hui ce qu'on s'efforce de mettre en place dans les maisons de l'Alliance avec les nouveaux financements. Donc, on a des plans de travail dans les maisons et il y a un genre de cadre général commun qui est travaillé en commun au sein de l'Alliance. Donc, on va avoir des services, c'est spécialisé en violence post-séparation. On va poursuivre ce qui a été amorcé dans la dévictimisation pour la femme lors de son séjour en urgence. Là, je reviens encore évidemment sur l'analyse de dangerosité du conjoint, sur l'impact sur les enfants exposés. Donc pour les enfants eux-mêmes, c'est une chose, il y a du service à déployer pour eux, mais il y a aussi une compréhension que la mère doit avoir et doit comprendre ce qui se passe aussi pour ses enfants et quels sont les impacts, parce que souvent, elles peuvent aussi se dire, je me suis débrouillée, ça s'est fait quand ils étaient dans leur chambre ou autre. Mais non, les enfants, ils savent très très bien ce qui se passe, ils le sentent et ça a des impacts absolument majeurs à moyen et long terme. Et puis, quand on parle de réinsertion sociale et fonctionnelle dans la société, aussi bien dans un cadre de travail que dans un cadre de liens sociaux qui ont pu être complètement distordus par la situation de violence qu'a vécue la femme et les enfants. Donc, le soutien se formalise de différentes façons. C'est individuel, c'est en groupe, tant pour la femme que pour les enfants. On insiste beaucoup et en fait, par le fait même du manque de ressources qu'on a eu pendant des années, il y a beaucoup d'ateliers de groupe qui se sont développés et dont on se rend compte que c'est extrêmement, extrêmement bénéfique. Et quand les femmes nous en parlent, derrière nous font des feedbacks, c'est notamment au travers de ça qu'elles sont capables de briser leur isolement, de comprendre qu'elles ne sont pas toutes seules dans leur situation, etc. etc. Donc c'est vraiment majeur pour elles et ça se développe. Puis là, avec les financements aussi qui ont été obtenus, beaucoup de nouveaux services sont ouverts. Donc évidemment, déjà un service jeunesse dans chaque maison, ça c'est la première évidence. Il peut y avoir aussi, donc là, il y avait déjà des accompagnements dans les différents types de procédures. On voit bien que ces femmes-là peuvent être vraiment sujettes à tout type de procédure au-delà d'un divorce, notamment les familles migrantes, et que la question après de l'accessibilité aux procédures et de se promener dans le dédale administratif et procédural, c'est extrêmement compliqué pour elles. Donc, on faisait déjà ce qu'on pouvait. La 1,2 travailleuse faisait bien ce qu'elle pouvait, et avec des partenariats autant que possible. On continue ces partenariats-là, mais on a été capable, dans plusieurs maisons, d'ouvrir vraiment des positions spécifiques, y compris d'aide juridique ou de psychologue ou de filles, de travailleuses exclusivement dédiées aux loisirs. Pas seulement pour les enfants, aussi pour les femmes, pour sortir, pour recréer du lien de différentes façons. Alors, l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé dans les maisons de deuxième étape? Je rappelle à nouveau mon 8%, parce que ça, je voudrais bien que ça martèle vraiment. Donc, on a toujours plus d'enfants que de femmes qui sont hébergés. Donc, c'était ça aussi le hiatus qu'il y avait dans les services qu'on proposait. Et que, évidemment, les enfants, d'ailleurs, évidemment qu'il y a des besoins, mais en fait, on a en général plus d'enfants. Moi, ça fait 4 ans que je suis là et on a toujours eu plus d'enfants que de femmes hébergées. Scolarité et revenus, on vous en a aussi touché un mot. Là, tout simplement, statistique 2018, 22% des femmes à l'admission avaient un niveau universitaire. Donc, on contribue à casser un peu les mythes aussi quand on peut dire des choses comme ça. En termes de revenus, on avait 85% des femmes qui touchaient moins de 20 000 $ à l'admission. Et je dis 20 000 parce que j'avais déjà un seuil à 10 000, où là, je pense que je suis à peut-être 35%. Mais il m'en restait 50% à moins de 20 000. Donc, j'ai quand même 85% des femmes admises ont moins de 20 000 $ à l'admission. C'est vraiment très, très peu. Donc, quand on voit ce que peuvent être les seuils d'aides divers et variés, y compris sur les échanges supervisés de garde d'enfants, par exemple, hein, qui sont peu coûteux, mais quand même payants, et quand ils existent et sont disponibles, c'est encore un autre enjeu. Évidemment, il y a un souci avec ça.
Le statut migratoire, donc ici à Montréal, on a 72% de la clientèle qui sont des femmes immigrantes et 1 sur 5 de ces femmes-là n'a pas de statut. Donc ça, c'est vraiment probablement la partie immergée de l'iceberg parce qu'il faut déjà que ces femmes-là arrivent jusqu'à nous, étant sans statut. Est-ce qu'elles sont déjà passées dans une autre maison pour être référées chez nous à cause de la dangerosité? C'est pas évident. C'est ça que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que l'admission chez nous se fait pour l'instant, parce que c'est des choses qui sont en train d'être réfléchies, uniquement sur référence d'une maison de première étape. C'est-à-dire qu'on a vraiment le souci. D'abord, au départ, il y avait peu de place et elles étaient vraiment le plus possible dédiées, encore une fois, aux femmes qui avaient des enjeux de sécurité. Donc, c'est là que le lien entre la première et la deuxième étape est important parce que c'est sûr que dans son environnement de première étape, il y a déjà eu de la sécurité à gérer. L'équipe d'intervention a déjà eu à connaître que, monsieur, peut-être il y a des difficultés plus spécifiques et puis qu'il faut faire vraiment plus attention, etc., etc. Donc actuellement, les femmes sont admises sur référence d'une première étape et puis il y a un processus d'admission ensuite. Certaines sont en train de réfléchir à pouvoir avoir des admissions directes depuis des services externes parce qu'on se rend compte qu'il y a des femmes qui ne vont pas dans des maisons d'urgence parce qu'avec leurs enfants, ça peut être extrêmement difficile. Elles ne souhaitent pas s'exposer à ce type de milieu-là. Alors qu'en deuxième étape, c'est un logement individuel qui est offert. Bon, je vous lance ça comme une petite graine. Là. C'est des réflexions qui ont lieu en ce moment au sein des différentes équipes. Donc le statut migratoire reste quelque chose de vraiment extrêmement important. La plupart des femmes sont hébergées avec leurs enfants. 60% des enfants ont moins de 6 ans. Ça, c'est assez ça nous a frappé par rapport aussi à l'organisation de nos services enfance et aux références et aux partenariats qui devraient être développés par rapport à ces segments spécifiques de clientèle. La moitié des enfants ont un dossier à la DPJ, ce qui ne veut pas dire la moitié des femmes, mais la moitié des enfants en tout cas. Bon, évidemment, on a beaucoup parlé de la DPJ au printemps, on continuera à en parler, puis il y a des réformes qui sont en cours, etc., auxquelles on souhaite contribuer. Mais assez concrètement, on a des retours à l'effet que ce serait jusqu'à 20% des dossiers de Montréal qui posent problème majeur avec la DPJ, selon la compréhension des intervenantes, et sur des enjeux de sécurité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va chercher à regarder davantage, surtout dans le cadre de la réforme. Alors, manque de place, ben voilà. En région, le taux de refus sur les demandes admissibles, parce qu'encore une fois, on a beaucoup de demandes qui ne sont pas forcément admissibles, mais celles qui sont admissibles, 1/3 sont refusées en région, 65% sont refusées à Montréal. La durée moyenne de séjour, pour une possibilité sur certaines maisons jusqu'à 2 ans, mais en moyenne plutôt c'est plutôt de 11 à 12 mois, le contrat qui est offert au départ. Et là, on parle d'une durée moyenne de 8 mois. Bon, ça, je ne vais pas avoir le temps maintenant. Oui. Alors, ça peut être parce que la ressource n'est pas adaptée, notamment si la femme, c'est là que je vais arriver dans les engagements de la femme. D'abord, ça peut être parce que ce n'est pas un besoin de sécurité, c'est qu'en discutant avec la femme, tu te rends compte qu'elle n'a pas tant que ça un besoin de sécurité, elle a besoin d'attendre un HLM, elle est sur une liste de HLM depuis déjà des mois, elle n'a pas son HLM, il faut qu'elle sorte de l'urgence, donc ils appliquent chez nous. Donc il y a beaucoup de dossiers comme ça, donc ils sont des références moins pertinentes, je dirais. Donc ça, c'est un travail qu'il faut que nous, on aille faire avec nos collègues des premières étapes pour mieux expliquer c'est quoi les conditions d'admission, etc. Je dirais que ça, c'est le problème principal. Il peut aussi y avoir des problèmes que la femme, au fil de l'admission, refuse. Parce que on a eu beaucoup de cas comme ça aussi. Vous voyez, quand je parle d'un engagement de la femme au niveau d'arriver dans un séjour en deuxième étape, elle va avoir des rencontres obligatoires, elle va s'engager à se faire ce processus-là. Donc, par exemple, il y en a, quand on leur explique ça, elles trouvent que, par exemple, pendant les 3 premiers mois, avoir un rendez-vous par semaine, ça lui semble excessif. Ou se conformer au règlement de sécurité de la bâtisse. Ça, il y a beaucoup d'enjeux de ce côté-là aussi, où finalement, la dame, quand elle comprend que elle va pas pouvoir avoir d'invités, elle va pouvoir vivre là 1 an avec ses enfants, mais elle va pas pouvoir avoir d'invités dans la maison.
parce que l'adresse est confidentielle et qu'elle devra la préserver confidentielle aussi, et que son invité, c'est peut-être pas volontiers l'invité de la voisine, qui a la sécurité de tout le bâtiment et de toutes les résidentes et leurs enfants à assurer. Donc des fois, les femmes, quand elles arrivent à ce niveau-là du processus, se rendent compte, se disent, là, moi, non, je peux pas accepter de vivre comme ça. Ok, peut-être que là encore, est-ce qu'elle avait vraiment besoin de sécurité? Si pour elle, avoir des visiteurs au-delà d'une liste, parce que bon, il y a quand même ils ont quand même le droit à certains visiteurs, etc. C'est que peut-être il y a une autre, parce que celles qui ont vraiment besoin de sécurité, elles signent des 2 mains et des 2 pieds. Je veux dire, il n'y a pas d'enjeu de oui, il y a un interphone, puis je donne le code à tout le monde dans la rue ou à tous les amis de mes enfants. Il peut y avoir différentes circonstances, si tu veux, mais la plupart des dossiers refusés, ça va. Bon, et je parle. L'immense majorité, c'est pour manque de place, on s'entend quand même. Mais les autres motifs qui peuvent être, ça peut être tout ça. Et donc pour nous, ça veut dire qu'on a encore vraiment du travail de fond aussi à faire avec nos collègues des autres maisons pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est que cette deuxième étape. Donc ici, en fait, ce que ça vous dit, ce tableau-là, c'est que les femmes s'engagent à un certain nombre de choses quand elles arrivent chez nous et qu'elles signent une entente de service. On ne signe pas de bail. On n'est pas sous des baux de régie, c'est un logement temporaire. Et la femme s'engage à faire le processus. Donc après, c'est pas une prison, t'es pointé, t'es jamais à tes rendez-vous, on te vire. Ça peut arriver d'ailleurs, mais on va évidemment essayer de comprendre pourquoi est-ce que les rendez-vous, l'horaire, ça convient pas, X ou Y, on va toujours pouvoir s'arranger. Mais il y a des personnes qui sont pas du tout dans ce schéma-là, mettons. Donc, c'est vraiment un engagement réciproque entre la maison et la femme. S'assurer de la bonne compréhension de ce qu'est une deuxième étape et que la demande est clairement volontaire et éclairée, que ça n'est pas seulement pour attendre un logement subventionné, parce que là, la madame, au bout de 3 mois, elle va sortir. Enfin, elle-même va sortir. On la met en situation d'échec et elle-même va sortir. Et pendant ce temps-là, il y a une autre famille qui aurait pu bénéficier des services. Donc, c'est pour ça, essentiellement. Donc, ça, je n'ai pas le temps de passer là-dessus, mais ça, c'était pour vous expliquer mon 8%. Donc, ça, c'est une étude qu'on a faite avec Trajet Vie il y a 3 ans, où c'est toutes les intervenantes des premières étapes qui ont été consultées au Québec. Et on avait eu un taux de réponse vraiment satisfaisant sur la centaine de maisons, en leur disant, OK, dans vos derniers dossiers, là, des 6 derniers mois, qui, selon vous, selon votre analyse professionnelle de dangerosité, en particulier du conjoint, qui vous pensez aurait dû aller en deuxième étape? Donc, c'était vraiment sur l'évaluation professionnelle des intervenantes d'urgence qui nous ont dit, là, moi, dans mon caseload, j'en ai envoyé une, mais j'aurais dû en envoyer 7. Et c'est comme ça qu'on a défini notre 8%. Ce qui correspond à peu près à un caseload de 500 femmes par année, donc au moins le même nombre d'enfants. Donc actuellement, le plan d'action a effectivement, comme je vous disais, finance 80% du besoin finalement. Nous, on estime que le besoin, c'est 35 000 $ par appartement. On en obtient 27 000. Bon, c'est déjà mieux que zéro comme avant. Alors, Adélaïde, qui est ici dans la salle, l'année dernière, il y a 2 ans, a fait toute une recherche, donc Trajet Vie, dans les maisons de deuxième étape, auprès de clientes qui sont encore hébergées ou qui sont sorties depuis plus de 6 mois. Et c'est toute une analyse que vous pouvez trouver sur le site. Et il y a beaucoup de citations. C'était ça qui était particulièrement intéressant dans cette recherche. Elle nous parlait essentiellement de leur sécurité en termes de la dangerosité du conjoint, encore et toujours. Elle parlait aussi d'ailleurs par rapport à ça, d'avoir été capable par après de voir un petit peu des nouvelles relations potentiellement toxiques, de se prémunir finalement. Donc c'est un pas de plus que simplement la situation dans laquelle elle se trouvait. C'est consolider pour du long terme, du moyen terme en tout cas, le travail qui peut être fait, parce que forcément c'est de plus longue haleine, donc c'est logique. Et c'est là aussi qu'elles apprennent en termes de sécurité comment minimiser les risques pour elles et pour leurs enfants. Et ça passe par l'autonomie financière et affective. Donc l'autonomie financière, c'est aussi un travail qui se fait en deuxième étape. Assez rapidement arrive sur le tapis la question de, OK, comment tu fais derrière?
comment tu fais derrière. Alors peut-être, voilà, parce qu'il me reste un petit 2 minutes, juste une petite synthèse des revendications de l'Alliance actuellement. Donc, assurer un continuum de services, donc c'est un financement correct des ressources, que ce soit au niveau des services eux-mêmes ou au niveau des bâtiments. Parce que oui, on a un parc de HLM qui devient vétuste, qui pour beaucoup n'est pas adapté. Jusqu'à l'année dernière, puis là je sais qu'il y a des travaux en cours, je ne suis pas exactement certaine, mais en tout cas certaines depuis jusqu'à l'année dernière, sur l'ensemble des unités de deuxième étape au Québec, il y en avait une qui était adaptée. Alors, et y compris dans des constructions qui datent de moins de 10 ans. Hein, donc le code de construction, quand ça coûte trop cher un ascenseur, on n'en met pas, c'est pas si grave. Donc nous, on n'est pas forcément en capacité d'accueillir ni une femme handicapée, et quand on parle de femmes handicapées, on pourrait penser aussi aux enfants handicapés. Et comment est-ce qu'une femme qui se retrouve avec un enfant handicapé peut quitter chez elle? Comment est-ce qu'elle va pouvoir arriver dans un endroit où on sera capable de s'occuper aussi de son enfant avec ses besoins particuliers? Donc ça, c'est vraiment un enjeu. Mais là, j'ai sauté une ligne. Quand je parlais de la pérennité des bâtiments à long terme, c'est vraiment sur la vétusté des bâtiments, ça c'est clair déjà. L'accessibilité, donc des nouvelles places, comme je vous disais, 7 régions sans service, c'est pas acceptable. L'accessibilité universelle par rapport au handicap, différents types de handicap, ce n'est pas forcément le handicap moteur, hein, ça peut être le handicap visuel ou d'autres types de handicap. L'accessibilité financière, donc ça c'est concernant les tarifs que nos conventions d'exploitation avec la SHQ nous imposent de mettre comme loyer. Alors loyer subventionné, oui, quand tu as la chance de pouvoir être subventionné. Et par ailleurs, un loyer subventionné dans des endroits où la pression sur le logement est extrêmement forte, ça reste difficile quand même. La concertation provinciale en violence conjugale, elle n'existe pas au niveau des autorités gouvernementales. C'est sûr qu'entre nous, on se parle et puis on essaye de se parler le plus possible. Après ça, c'est quand même le gouvernement qui est supposé attacher les ficelles. Alors, on a obtenu dans le plan d'action qu'il puisse y avoir une concertation provinciale au moins annuelle. Ben là, voilà, on vient de fêter le 1 an et il n'y a pas eu de concertation encore. Alors, bon, on s'est un peu activé au printemps pour leur rappeler que ça serait bien. Donc, on attend peut-être quelque chose à l'automne, mais voilà déjà 1 an de passer sur le plan d'action sans qu'on ait été réunis pour de la concertation globale. Une grosse revendication portée par l'ensemble des groupes de femmes et qu'on porte aussi à l'Alliance, c'est l'analyse différenciée selon les sexes dans les politiques publiques, dans l'ensemble de toutes les politiques publiques. Donc ça paraît peut-être loin de ce que c'est qu'une maison d'hébergement et de notre travail comme intervenante en maison d'hébergement auprès des femmes et des enfants. Ça reste une mesure qui serait extrêmement structurante pour l'ensemble. C'est tout un jeu de dominos. Et si ça a déjà été fait, alors en fait, on a appris, on s'est fait dire que oui, c'était fait, mais qu'après, il y a des décisions politiques. OK, donc nous, on va continuer à revendiquer pour qu'au moins on ait connaissance de ce qui est fait, parce qu'actuellement, on ne sait même pas que c'est fait. Ils nous le disent, mais on ne le sait même pas. Alors, je vous engage dans les domaines qui vous intéressent à faire des demandes d'accès à l'information pour savoir si ce qui est sorti a été effectivement analysé suivant la différence des sexes. Si on met plus de pression là-dessus, on peut espérer que ça avance. Et le dernier point, évidemment, dans nos revendications, que j'ai déjà mentionné, puis qui va être vraiment important dans l'année et les 2 ans qui viennent, c'est tout ce qui concerne la réforme de la justice, un peu sous différents chapeaux, là. Mais c'est bien clair que nous, ce qu'on voit dans les maisons, c'est que les femmes qui sont aux prises avec les différents niveaux juridiques, on va dire ça comme ça, pour que ça soit le plus large, y compris fiscal, y compris vraiment le plus large, ça ne marche pas. Il faut vraiment que ces femmes-là soient beaucoup plus aidées, et pas seulement à ce qu'il y ait des services qui les aident, mais que tout ça soit premièrement simplifié, et deuxièmement simplifié au bénéfice des femmes, et non pas au bénéfice des hommes, comme le plus souvent dans l'ensemble des lois. Je vous remercie.